Bonsoir ou bonjour, ça dépend un petit peu de où vous vous trouvez dans le monde et à quel moment vous allez écouter ça. Bienvenue sur ce nouveau webinaire qui va parler de ce que j'ai appelé la belle-mère empoisonnée. Alors, pour bien mettre les choses à place, ça ne va pas être seulement la belle-mère, mais ça peut être la belle-famille, ça peut être la sœur, le frère, ce que vous voulez. Ça peut aussi être des amis, ça peut être des personnes qui sont proches du conjoint ou de la conjointe, qui ont une certaine influence. Maintenant, j'ai choisi la belle-mère parce que c'est quand même la personne qui peut être la plus influente sur le côté émotionnel. Et si on peut gérer la belle-mère, si on veut dire c'est comme ça, eh ben, il est plus facile après de gérer le reste de la belle famille ou si on parle de copains, de copines, d'amis ou de ce que vous voulez. Donc j'ai choisi la belle-mère comme sujet principal, mais après vous pouvez prendre et jeter les informations dont vous n'aurez pas besoin si, par exemple, pour vous il s'agit de problèmes avec les amis. L'avantage des amis, c'est qu'ils n'ont généralement pas l'influence que la mère peut avoir sur le conjoint ou sur la conjointe. Alors, avant tout, et pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle donc Cyril Malka, je suis psy cognitif et comportemental. J'ai commencé à l'époque comme psychanalyste, mais je m'en suis détaché très rapidement. Je suis hypnothérapeute également. Vous pouvez avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je fais, ce que j'écris, etc. sur mon site principal, malka.fr. Et là, vous pourrez voir mon CV, etc. et lire les articles et tout, et tout, et tout. Ce n'est pas le sujet de ce webinaire, mais c'est juste une présentation un peu rapide. Alors, quand ici, quand je parle des problèmes de la belle-mère empoisonnée, je ne parle pas de personnes extrêmement manipulatrices du genre sociopathe ou du genre narcissique ou vraiment la personne qui a un gros problème psychologique. Dans ce cas-là, je vous propose de retomber sur les vidéos, les webinaires que j'ai faits sur les sujets concernés, c'est-à-dire le sociopathe et le narcissique et la façon dont on peut se débrouiller vis-à-vis d'eux. Là, je vais parler d'une belle-mère, si on veut dire, un peu plus normale, qui n'est pas manipulatrice et qui n'est pas sociopathe. Alors, il faut se souvenir, et si certains d'entre vous sont pères ou mères d'enfants, il faut se souvenir que la belle-mère, donc ça va être elle qui va être le sujet. Donc je vais toujours parler de la belle-mère, après ça va être à vous d'adapter. Que la belle-mère, elle a élevé son fils ou sa fille, etc. Elle a eu une relation importante, elle a eu une relation profonde avec cet enfant. Et même si elle a fait des erreurs, comme nous en faisons tous, et qu'elle n'a peut-être pas été parfaite, elle a quand même une certaine influence et une certaine importance pour la personne que vous aimez, pour la personne avec qui vous êtes. Donc, nécessairement, elle va avoir une importance dans votre vie. Quand on se met en relation, alors bien entendu on va parler en premier lieu du mariage, mais même si c'est une relation, si c'est un pax ou juste une relation sans papier, ça ne change rien à l'affaire. Si la relation est perçue comme importante pour vous deux, elle va être perçue comme importante pour la belle-mère, les beaux-parents, et ça va avoir le même effet. Après, il va y avoir d'autres principes qui vont entrer en ligne de compte si la belle-mère trouve qu'on doit se marier et que vous ne voulez pas, ou le contraire, enfin bref. Après, il peut y avoir différentes raisons de conflit. Mais la chose la plus importante, c'est de se souvenir que cette belle-mère, elle a une relation à votre conjoint ou à votre conjointe, ou la personne que vous aimez en tout cas. Et quand vous entrez en relation avec cette personne, avec votre partenaire, vous entrez également en relation avec toute sa famille, ou en tout cas la partie de sa famille avec qui il ou elle a une relation. Donc on ne peut pas tout simplement mettre la belle famille de côté et faire comme si de rien n'était, parce que cette personne a eu une influence
sur votre conjoint, votre conjointe, et va continuer d'en avoir une. Parce que ce n'est pas parce que son enfant est entré en couple que tout d'un coup, sa personnalité disparaît. Dans beaucoup de cas, en fin de compte, le problème de la belle famille, quand les enfants ou l'enfant volent du nid, ça dépend si c'est un enfant unique ou s'il y a des frères et sœurs, mais c'est que pour beaucoup de parents, bah, c'est un petit peu comme quand on va à la retraite. Quand on travaille pendant des années et des années au même endroit, et puis après le travail s'arrête, et puis après on n'a plus rien. Et les enfants, c'est un petit peu comme Alexandre Dumas l'avait écrit. Il avait écrit les enfants, pendant 20 ans, ils font tellement de bruit qu'on a l'impression qu'on va devenir fou. Ensuite, ils partent, et le silence nous rend fous. Et c'est un petit peu ce principe pour la belle famille. Tout d'un coup, ben, c'est un petit peu comme si, bien entendu, il se peut que le fils ou la fille ait déménagé depuis longtemps, mais ils ont quand même eu une certaine influence et un certain contact avec lui ou avec elle. Ils se sont vus plus régulièrement, et ils ont été plus ensemble. Puis maintenant arrive le petit ami, la petite amie, ils disparaissent de leur vie. Et donc, ils se sentent de plus en plus inutiles. Donc, il peut y avoir une envie ou un besoin de s'affirmer ou de se réaffirmer pour dire mais je suis là, en fin de compte, et j'ai une importance, et je le connais bien, c'est mon fils, c'est ma fille, je sais ce qu'elle ressent, on a eu une relation parfaite pendant des années, je sais qu'en ce moment, ça va pas, je sais que ceci et cela, et ça peut être difficile dans certaines situations, quand on peut voir que les choses peut-être ne vont pas de la direction qu'on le voudrait pour ses enfants, de lâcher prise, de dire bon, ben, maintenant c'est à lui ou à elle de faire ses erreurs, et c'est difficile de voir son enfant aller dans le mur, par exemple, ou penser qu'il va dans le mur, parce que notre vue sur le monde, ben, elle a 30 ou 50 ans, et il y a certaines choses qu'on ne sait pas éventuellement. Donc, ce que je veux dire, c'est que encore une fois, si on met de côté tout ce qui est côté manipulation, etc., ça, j'y reviendrai éventuellement un petit peu plus tard, mais pour les cas les plus communs, en fin de compte, ça ne part pas nécessairement d'un mauvais principe, ça part aussi de sentiments ou d'émotions positives qui tout simplement sont mal exprimés. Maintenant, une chose qui est très importante et que beaucoup de personnes ont une tendance à oublier, c'est que quand on se marie avec quelqu'un ou quand on se met en couple avec quelqu'un, cette personne devient la personne avec qui vous allez fonder une famille, ou avec qui vous allez former un couple, avec qui vous allez faire une histoire, avec qui vous allez peut-être avoir des enfants. Et ça veut dire que ce que vous êtes en train de composer en ce moment, c'est une famille. Marié ou pas, on s'en fout, mais vous composez une famille. Et cela veut dire que la personne la plus importante pour vous, c'est l'autre. Ce n'est plus papa, ce n'est plus maman, ce n'est plus votre sœur ou votre frère ou votre cousin ou votre oncle, on s'en fout. C'est la personne avec qui vous vous mettez en couple. C'est cette personne qui est la plus importante. Ça ne vaut pas en fin de compte, prendre parti pour ses parents, pour sa mère, pour son père, pour sa famille, lorsque l'on est en couple. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir former votre couple, vous n'allez pas pouvoir former votre famille. Vous allez rester, en fin de compte, dans la famille précédente, si on veut comprendre ça comme ça. À partir du moment où vous fondez une famille, la personne avec qui vous devez être loyal, ça va être la personne avec qui vous vous mettez en couple. Ça n'est plus votre famille originelle, ça n'est plus votre famille de naissance. C'est la famille que vous allez fonder en ce moment. Ça va être votre conjoint ou conjointe, ça va être vos enfants, et c'est ça qui doit être le centre le plus important. Alors, avant d'entrer plus en détail avec certains des problèmes, il y a 3 principes importants qu'il vous faut toujours avoir en tête. Ça, ce sont des principes qui sont presque
dira-t-on, de base. Le premier principe, c'est celui que je viens d'énoncer, c'est que votre loyauté est envers votre partenaire. Votre loyauté doit être vis-à-vis de votre conjoint ou de votre conjointe en premier lieu. Ça ne vaut pas de tout d'un coup que votre loyauté soit envers votre famille ou envers le plombier ou dans une discussion même en famille ou même pas en famille, que tout d'un coup vous prenez parti contre votre conjoint ou conjointe en public. Votre loyauté est envers votre partenaire quoi qu'il arrive. Après, vous pouvez toujours discuter avec votre partenaire de la situation si les choses, d'après vous, se sont mal passées, mais vis-à-vis des autres, vous êtes un front réuni. Vous êtes ensemble et vous faites front à tout et à tous, envers tout et envers tous, ensemble. Vous êtes liés l'un à l'autre, d'une façon ou d'une autre, et à la limite, même si votre partenaire dit une connerie, ça va mener à certains problèmes et vous pouvez être presque sûr que votre relation va aller sur la voie de garage. Au pire des cas, vous ne dites rien. Après, vous pouvez en parler avec lui ou avec elle en lui disant « Écoute, cette situation-là, ça a été mal géré, il va falloir faire quelque chose. » Mais sans ça, votre loyauté est envers votre partenaire. Point numéro 2, souvenez-vous des raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites. Ce que je veux dire, c'est que notre propre famille, on la connaît bien. On sait que l'oncle Gustave, il est comme ci et comme ça. On sait que tata ceci, elle est comme ci et comme ça. On a appris avec le temps à se dire « ouais, bon, bah, on laisse couler » et puis c'est tout. Maintenant, votre partenaire a la même relation avec sa famille, à lui ou à elle. C'est-à-dire que un tel est comme ci, comme ça, on ne peut pas le changer et c'est comme ça. Et tout comme vous acceptez votre famille et ses mauvais côtés, tout comme il va vous falloir faire la même chose avec la belle famille. Il va vous falloir accepter que la belle famille a les mêmes points faibles que votre propre famille, que les personnes de votre belle famille ne sont pas parfaites, que elles aussi, elles sont bizarres sur certains points et elles peuvent être stupides et irritantes sur certains points, mais c'est comme ça. Et souvenez-vous donc des raisons pour lesquelles vous êtes obligé de recommencer un petit peu certaines choses à zéro, c'est parce que vous aimez la personne avec qui vous êtes, j'espère. Et souvenez-vous que justement que c'est la raison principale. Vous aimez la personne avec qui vous êtes et pour cette personne, vous allez faire un petit effort supplémentaire pour accepter certains des points un petit peu négatifs ou un petit peu gênants de sa famille, à lui ou à elle. Ensuite, et troisième et dernier point de base, vraiment très important, pour ce qui est de vos discussions, politique et religion, vous n'en parlez pas. N'en parlez pas avec votre belle famille, à moins d'être, bien entendu, totalement d'accord sur tous les points. Mais si vous êtes d'abord politique différents, point de vue peine de mort, comment gérer l'immigration, comment ceci, la religion, le Christ, l'islam, etc., laissez tous ces discussions en dehors de votre vie quotidienne. Il y a tant de choses dont vous pouvez parler, il se passe tant de choses dans le monde qui sont positives, qui sont agréables, qui sont marrantes, il y a tant de situations tous les jours dont vous pouvez parler. Le reste, gardez-le avec vos collègues de bureau ou avec vos copains ou avec vos amis, mais tout ce qui est politique et religion, à moins d'être vraiment à 100% d'accord, laissez tomber, évitez. Et si la discussion entre sur ce sujet, faites une parade et puis parlez d'autre chose ou allez prendre l'air ou fumer une clope ou ce que vous faites, mais évitez ce genre de sujet. À part ça, il y a 9 points très importants sur lesquels
il va vous falloir faire attention ou, pourra-t-on dire, mettre l'accent ou être attentif. Certaines choses à faire, dira-t-on, ou à ne pas faire. Première des choses, et ça va être dès le départ de la relation, ça va être de mettre des limites. C'est-à-dire que, souvenez-vous que la belle famille a l'habitude d'avoir une influence sur son enfant, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit. Maintenant, même si l'enfant, ça fait 10 ans qu'il ou elle est parti du nid, c'est seulement maintenant, en fin de compte, qu'il ou elle est en train de faire sa vie et fonder sa propre famille avec quelqu'un d'autre. Donc, la belle famille peut avoir une tendance à vouloir s'immiscer ou à vouloir s'introduire ou à vouloir avoir une influence sur votre quotidien, de par leurs principes, de par leurs croyances, de par beaucoup de choses. Aussi parce qu'ils ont une expérience, bien entendu. Et c'est pour ça qu'il va falloir mettre certaines limites. J'avais lu un mail de quelqu'un qui disait que chez eux, en fin de compte, ils avaient comme principe que les enfants, ils pouvaient manger un petit peu ce qu'ils voulaient. S'ils avaient envie d'une glace 10 minutes avant le repas, c'était pas interdit. La seule règle, c'était que quoi qu'ils bouffent avant le repas, il fallait qu'ils soient capables de manger le repas et de manger à table. Maintenant, à part ça, s'ils avaient plus d'appétit que ça, avant ou après, etc., peu importe. Par contre, point de vue devoir d'école, etc., il n'y avait pas de note en dessous de 18 sur 20. Après ça, c'était super dur. La belle famille avait une autre vue sur ce genre de truc. Pour eux, il fallait ne pas manger entre les repas, etc., etc. Et puis le travail d'école, les enfants doivent pouvoir se développer, etc. Maintenant, ça va entrer en conflit, bien entendu, à un moment donné. Et c'est votre rôle en tant que couple, justement en tant que loyauté l'un envers l'autre, de mettre les limites relativement rapidement. Quand la belle famille commence à vouloir trop influencer, alors bien entendu vous faites ça de façon diplomatique, vous n'allez pas lui dire mêle-toi de ce qui te regarde, si j'ai besoin de ton avis je te le demande, mais plutôt quelque chose du genre merci pour votre avis, mais maintenant nous notre point de vue c'est ceci, cela. Même si c'est une erreur, en fin de compte, nous avons le droit de faire nos propres erreurs, tout comme vous avez fait vos propres erreurs. Nous avons tous appris avec nos enfants, en fin de compte. On a tous eu une idée parfaite de comment nos enfants devaient être avant de les avoir. On savait parfaitement comment gérer les enfants avant d'en avoir un. Et puis après, les choses ont quand même relativement changé. Et on n'a jamais traité notre premier enfant comme on a traité notre deuxième ou troisième ou quatrième. Après, on apprend par l'expérience. Et on est bien obligé de faire ces expériences. Alors, j'ai une question, de Laurence Joseph. Mes beaux-parents comparent sans arrêt leurs petits-enfants. Cela crée des tensions entre cousins-cousines. Ils sont tous adolescents ou jeunes adultes maintenant. Ouais, ça c'est un problème, mais Laurence, le problème c'est que vous pouvez pas y faire grand-chose, vous, en tant que personne, parce que cela demande que eux doivent changer. Alors après, c'est à vous de vous occuper de vos enfants à vous, justement en disant, écoute, papi, mamie, ils sont comme ci, comme ça. Après, faut pas les prendre pour plus que ce que c'est. Ils ont ces comparaisons, ils préfèrent jouer un petit peu là-dessus, on n'est pas d'accord, ne leur accorde pas autant d'importance que ça. Souvenez-vous, Laurence, que ce n'est pas parce que papy, mamie préfèrent Pierre, Paul ou Jacques que Pierre, Paul ou Jacques a une plus grande importance dans l'absolu. Ils ont une importance pour vous. Après, quelle importance ils ont pour les grands-parents
est-ce que c'est vraiment important pour eux d'avoir cette importance pour les grands-parents? Apprenez-leur à relativiser, en fin de compte. Ça peut être un très bon entraînement pour le reste de la vie, parce que, en fin de compte, dans le reste de la société, vos enfants vont être jugés par les uns et par les autres, tout comme nous sommes tous jugés. Donc, autant apprendre relativement rapidement de ne pas apporter autant d'importance à ce que disent certaines personnes. Donc, ça peut être tourné dans une expérience positive. Après, vous pouvez toujours avoir une discussion avec vos beaux-parents avant ou au moment où ils commencent à faire ce genre de choses, si c'est entre quatre yeux. C'est-à-dire si vos beaux-parents, par exemple, sont chez vous, vous êtes en train de dîner et ils commencent à faire des comparaisons, etc. Là, je pense que dans ce cas-là, mieux vaut que ce ne soit pas vous, mais votre conjoint. Ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais il vaut mieux que ce soit votre conjoint qui leur dise un truc du genre, écoute, papa et maman, maintenant vous pouvez comparer vos petits-enfants autant que vous le voulez, mais pas ici, parce qu'ici, on ne veut pas de comparaison entre les petits-enfants. Donc ça, vous gardez ça pour vous. Vous pouvez en parler ailleurs, mais pas ici. Donc, mettez des limites. Pour dire, bon, nous avons des règles, nous avons des principes, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas, alors c'est peut-être pas les mêmes choses que chez vous, mais tout comme nous acceptons que chez vous, on ne fait pas certaines choses, et bien tout comme il va falloir accepter que chez nous, on ne fait pas certaines autres choses, même si vous n'êtes pas d'accord. Mais la première des personnes à qui en parler, à se mettre d'accord, ça va être votre conjoint ou votre conjointe ou votre partenaire. Il faut vous mettre d'accord avant tout, et une fois que vous êtes d'accord, après vous pouvez mettre les lignes pour les autres. Lorsque vous mettez des limites, si les choses se compliquent, ou si les choses, si ce n'est pas écouté, ou si on ne leur donne pas l'importance qu'on devrait avoir, alors vous pouvez commencer à mettre des conséquences. C'est-à-dire que une fois que vous avez dit, par exemple, dans le cas de Laurence, écoute, je ne veux pas que tu compares nos enfants ou les petits-enfants, etc. Si vous voyez que cela n'est pas respecté, après vous pouvez lui dire, écoute, c'est très important pour nous, il est important que tu respectes ce genre de choses. Si tu ne respectes pas ce genre de choses, moi je ne te veux plus à la maison, je ne veux plus que vous veniez chez nous manger parce que je ne veux pas que nos enfants écoutent ou entendent ce genre de choses. Et si ce n'est toujours pas respecté, alors dans ce cas-là, il faudra passer à l'acte et tout simplement leur dire, bon, écoutez, maintenant c'est la dernière fois que vous venez manger à la maison, on en reparlera si vous changez de comportement. Donc, les limites, il faut les faire graduellement. Au premier lieu, vous pouvez leur donner l'indication de ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Si ce n'est pas respecté, vous pouvez augmenter en puissance en disant, écoute, maintenant, il va falloir que ça s'arrête, sans ça, il va falloir qu'on trouve autre chose. Et si c'est toujours pas respecté, il faudra mettre cette autre chose en action. Donc, attention à ce que vous allez donner comme conséquence, parce qu'il faut que ce soit quelque chose que vous puissiez respecter. Donc ça aussi, il va falloir être d'accord l'un avec l'autre. Donc ça, c'était les limites. Et c'est justement la deuxième partie de la question de Laurence. Le deuxième point, c'est que le ou la conjointe ou le partenaire se doit de résister. C'est toujours plus difficile pour le beau-fils ou la belle-fille de mettre les limites. Le mieux est que ce soit le partenaire qui mette ses limites. Parce qu'il est plus facile pour nous de mettre des limites à notre propre famille plutôt que de mettre des limites à la famille de l'autre. Donc, là, il va falloir que la personne concernée, la personne qui a la famille concernée, soit la personne qui se doit de résister, qui se doit de dire « Bon, écoute, papa et maman, je sais », aussi parce que c'est la personne qui va pouvoir trouver les bons mots. Elle les connaît, elle sait quels sont leurs points un peu faibles ou quelle est la manière de dire certaines choses. Enfin, je veux dire, nous avons tous appris comment gérer nos parents pour avoir des bonbons, pour avoir ceci, pour avoir cela. On a une vie d'expérience là-dedans. Donc, on sait comment leur parler, pour la plupart d'entre nous. Et donc, on peut plus facilement passer au travers.
en disant écoute papa, écoute maman, ça va plus, il va falloir que les choses changent. Donc, en premier lieu, il vaut mieux que ce soit le conjoint ou la conjointe, enfin la personne concernée, qui réagisse et pas l'autre. Parce que c'est toujours plus difficile. Et puis après, arrivent les histoires, mais ouais, bon, bah, c'est elle ou c'est lui qui lui monte la tête. Enfin bref, ça va faire beaucoup d'histoires, donc mieux vaut que ce soit la personne concernée. Mais, point numéro 3, si les choses ne vont pas exactement comme prévu, ne culpabilisez pas votre partenaire. Ça sert à rien. Si elle ou s'il ne peut pas dire ce qu'il faut dire, etc., ça ne vaut pas le coup de commencer à lui dire « Bon, bah écoute, tu sais rien faire, c'est pas possible, je veux pas accepter ça. » Enfin bref, ça va pas, ça va rien changer, bien au contraire. Donc, comprenez où est le problème, comprenez où est la difficulté et aidez-le ou aidez-la à apprendre à se formuler ou à comment les choses peuvent être tournées. Mais ne le ou ne la culpabilisez pas, ça n'avancera à rien. Point numéro 4, ça peut être difficile, mais apprenez à dire merci, mais non merci. La belle famille a plein de bonnes idées sur la façon dont vous devez gérer vos enfants, dont vous devez gérer votre foyer, votre économie, ceci, cela. Et il se peut qu'ils aient raison sur certains points, remarquez. Mais il n'empêche que vous avez d'autres idées, vous avez d'autres points de vue que vous voulez essayer, que vous voulez tenter, qui correspondent à votre point de vue, votre vie et votre philosophie. Et donc, il vous faut apprendre à pouvoir dire merci pour le conseil, mais je ne vais pas l'utiliser, je préfère faire mes propres méthodes, ou nous avons d'autres principes. Enfin bref, apprenez de façon diplomatique à remercier pour les conseils, parce que la plupart du temps, ce n'est pas dit ou ce n'est pas fait pour vous diminuer, même si ça peut paraître un peu comme ça, parce que bon, ben, ils sont plus âgés que vous, il se peut qu'ils aient une façon un peu autoritaire de parler, et ce n'est pas fait pour vous gêner, pas nécessairement, et donc c'est à vous aussi d'apprendre à accepter qu'ils veulent bien vous aider avec les connaissances qu'ils ont, les choses qu'ils connaissent, mais que même s'ils ont de très bonnes idées, ce n'est pas votre point de vue. Donc, apprendre à dire de façon diplomatique, ben, merci pour ton conseil, je vois bien que ça parle à mon principe, mais nous avons d'autres principes que nous préférons utiliser, tout simplement. Lorsque vous arrivez à un moment donné dans une situation où vous sentez que le vent est en train de tourner et que le sujet est en train d'arriver sur quelque chose d'un petit peu sensible ou qui risque de tourner en eau de boudin, pensez au point numéro 5, changez le sujet. La meilleure méthode, c'est de prendre une pause, pour une raison ou pour une autre, aller chercher un verre d'eau, aller faire pipi, je ne sais pas, peu importe, mais sortez de la situation. Bon, je reviens tout de suite, je vais chercher un verre d'eau. Et puis, quand vous revenez, eh ben, lancez un autre sujet. Tiens, à propos, on est parti en vacances à Tenerife. Mireille m'a dit que vous avez déjà vu, c'est bien. Vous avez visité ceci, cela. Bref, changez le sujet. Partez sur autre chose. La plupart du temps, les gens comprennent l'allusion et ils vont changer de sujet et vous allez parler d'autre chose. Et puis, vous allez éviter des complications qui ne sont pas nécessaires. Donc, apprenez à changer le sujet lorsque les choses deviennent un petit peu trop puantes ou lorsqu'on commence à s'approcher de choses qui risquent d'être conflictuelles. Point numéro 6, ne prenez pas ce qui arrive au premier degré ou de trop près. Encore une fois, la plupart du temps, la belle famille ne veut que votre bien, elle veut le bien de leur enfant et donc
elle pense que peut-être vous ne savez pas y faire, et maintenant si vous avez des erreurs, si vous faites des erreurs, et si ça vous coûte cher, et si... Enfin bref, ça peut venir, la plupart du temps ça vient, de bons principes, d'une idée de vous aider, et pas de vous ennuyer, pas de vous gêner. Donc ne prenez pas ça de façon nécessairement négative. Pensez que vous aussi, vous allez peut-être avoir, vous avez peut-être des enfants, et qu'un jour, ils ou elles vont entrer elles vont se mettre en couple, et il se peut que, je ne sais pas, moi, votre enfant se mette en couple avec une personne qui est totalement votre opposé, et vous trouvez que c'est vraiment quelqu'un qui vous inspire pas confiance, etc. Et vous allez vouloir vous en mêler, ou il se peut que vous ayez peur, ou il se peut que vous voyez que certaines choses ne se passent pas comme vous aimeriez bien qu'elles se passent. Bref, vous allez vouloir protéger votre enfant. C'est tout à fait naturel, et ça va être à vous également d'apprendre cette leçon que il y a des limites que votre enfant vous mettra. Donc, pour cette raison, ne prenez pas ça au premier degré, parce que ce n'est pas nécessairement, ça part pas nécessairement d'un mauvais principe, ça part pas nécessairement du principe de vous faire du mal ou de mettre le bordel dans votre relation. Comme point numéro 7, une chose qui marche très bien, c'est ne pas hésiter à leur demander leur avis ou leurs conseils sur d'autres choses. Déjà, d'une part, ce sont des personnes qui ont une certaine expérience de la vie, et il se peut que, de par leur profession, de par les choses qu'ils ont vues ou qu'ils ont vécues, il se peut parfaitement qu'ils aient de bons conseils à vous donner sur certaines autres choses. Maintenant, il se peut qu'ils soient nuls, d'après vous, pour élever les enfants, mais il se peut parfaitement que pour ce qui est des placements d'argent ou pour autre chose, ce soit des perles. Donc dans ce cas-là, ou des recettes de cuisine, il se peut que la mère soit un cordon bleu. Donc dans ce cas-là, ne pas hésiter à leur demander leur avis, leurs conseils ou leur aide éventuellement, de façon à leur donner une certaine importance. De cette façon, la belle famille va trouver sa place dans votre vie. Ce ne sera pas la même place que celle qu'elles ont eue dans la vie de leur enfant, bien entendu, mais elles vont trouver leur petit coin, leur place, et vous allez plus facilement pouvoir les avoir dans votre famille proche aussi, en fin de compte. Donc ne pas hésiter à leur demander avis ou conseil dans les domaines où ils se débrouillent bien. Point numéro 8, il vous faut reconnaître l'amélioration lorsqu'elle est là. On peut avoir une tendance, surtout si on est mal à l'aise avec la belle famille, on peut avoir une tendance à focaliser beaucoup sur les côtés négatifs. Ah, ton père, il a encore fait ceci, cela, ta mère, elle a encore dit ceci, cela. Alors qu'en fin de compte, il y a peut-être aussi certaines améliorations. Certaines choses qu'ils faisaient et qu'ils ne font plus, certaines choses qu'ils ne faisaient pas et qu'ils font. Ils ont peut-être amélioré certains points, ils ont essayé de faire certaines choses. Et dans ce cas-là, il est important que vous le reconnaissiez. Et il est même important que, je ne sais pas, si votre belle-mère, pour une fois, vous fait un compliment, remarquez-le qu'elle vous fait un compliment. Et rendez-lui un compliment vous-même, de façon à améliorer la relation. Donc reconnaissez l'amélioration lorsqu'elle est là. Et enfin, si vous voyez pendant la relation que votre conjoint ou votre conjointe, votre partenaire ne fait rien ou ne peut pas agir pour une raison ou pour une autre, malgré vos conseils, malgré votre soutien, dans ce cas-là, ça va être à vous de prendre le taureau par les cornes et de mener le sujet vis-à-vis de la belle famille. Alors, encore une fois, les choses peuvent être dites de façon diplomatique. Bien entendu, si vous avez essayé le côté diplomatique et puis essayé le côté un peu moins diplomatique et un peu moins diplomatique, il se peut que que vous soyez obligé de dire les choses de façon très directe, si c'est pour se comprendre. Mais si vous voyez que les choses n'avancent pas, alors là, ça va être à vous de prendre le sujet et de le discuter. Alors, voilà, c'était les conseils généraux pour ce qui est de la belle famille. Et là, j'ai une question de Patsy qui me demande « Est-ce qu'on peut espérer des relations cordiales malgré tout avec une belle-mère jalouse et manipulatrice qui se sert de la belle-fille,
donc vous, Patsy, pour faire passer des messages et la snob quand ça l'arrange. Ne répond pas aux messages, par exemple, et réapparaît quand ça lui plaît. Merci par avance. Alors, maintenant, ça dépend du degré de jalousie, du degré de manipulation. Pour ce qui est des manipulatrices, là, il va falloir retomber sur les vidéos que j'ai faites sur les sociopathes, sur les narcissiques, etc. Et dans ce cas-là, il faudra la traiter en tant que telle. Maintenant, si elle est seulement un peu manipulatrice sur les bords, ou un petit peu trop manipulatrice et un petit peu trop jalouse, maintenant, la première question qui m'est venue à l'idée en voyant ça, c'est quand vous dites qu'il se sert de la belle-fille pour faire passer des messages et la snob quand ça l'arrange, mais pourquoi vous êtes la messagère de votre belle-mère? Enfin, je veux dire, si elle n'est pas capable de dire les choses, ben laissez-la se débrouiller. Elle est majeure et vaccinée, n'entrez pas dans son jeu, tout simplement. Je veux dire, si elle n'est pas capable de s'exprimer, ben, vous pouvez l'orienter vers un de mes stages sur l'assertivité pour qu'elle apprenne à s'exprimer, mais ce n'est pas votre problème. Et puis après, bon, ben, si elle vous snob quand ça l'arrange, etc., je pense qu'il vaut mieux laisser couler. Je crois que vous lui donnez un peu trop d'importance, peut-être parce que vous voulez qu'elle vous apprécie, je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, mieux vaut que vous perdez un petit peu de son appréciation et puis que vous la laissiez se débrouiller un petit peu seule, parce que vous n'êtes pas ni sa marionnette, ni rien. Donc n'entrez pas dans son jeu, tout simplement. Voilà, c'était le sujet pour ce soir. Si vous avez envie que je traite d'un autre sujet ou d'un sujet qui vous tient à cœur un peu plus tard, n'hésitez pas à m'envoyer un email à cyril@malka.fr. Sans ça, j'allais dire sinon et sans ça en même temps, donc j'ai eu la fourche qui langue. Donc sinon, eh ben, je vous dis à d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre webinaire et podcast. À bientôt, bonne soirée, au revoir.